Des maths et bienvenue dans Histoire Braise, la chaîne qui vous parle d'histoire de Bretagne. Aujourd'hui je vous parle d'un sujet que, je ne vais pas mentir, j'appréhende depuis que j'ai lancé la chaîne. Entre les très rares sources, toutes écrites des siècles plus tard, et les différentes hypothèses des historiens, c'est un sujet toujours à débat sans qu'un consensus soit clairement défini. Je parle bien sûr des migrations bretonnes du 4 au 6e siècle après Jésus-Christ, qui ont vu les Bretons de Grande-Bretagne venir s'installer en Petite-Bretagne. Allez, on y va. Donc je le précise, ce que je vais présenter reste hypothétique. C'est un débat toujours en cours et qui le restera probablement un bon bout de temps encore. Mais l'étude des différents textes, comme les vies des saints, mêlés à l'étude de la toponymie, de la langue bretonne et des fouilles archéologiques, ont permis de tirer un constat. Il y a eu deux vagues de migration vers l'Armorique. Et on va commencer par la première, sous l'Empire romain. Alors je ne vais pas revenir ici en détail sur la chute de l'Empire romain et les dissensions internes qui l'ont secoué. Je pourrais parler des révoltes en Gaule, de l'Empire des Gaules à partir de 260, ou encore des Bagaudes, ces troupes de paysans accompagnés de déserteurs de l'Empire romain, et de tous ceux qui n'étaient pas contents de la pression fiscale de l'Empire, mais tout ça m'éloignerait un peu trop du sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est que le pouvoir central s'étiole, faiblit, et a pour conséquence les raids germaniques aux frontières. Et pas seulement aux frontières continentales à l'est, mais aussi à l'ouest. L'Empire subit en effet des raids côtiers de pirates francs, saxons et frisons, notamment dans la lyonnaise, l'entité administrative dont fait partie l'Armorique. Est alors mis en place une série de fortifications à l'ouest de la Gaule, à Brest, Vannes, Nantes et Rennes. Gero-Scribat, Darioretum, Condevincum et Condat, pour leur nom de l'époque. Même s'il y a débat pour savoir si Gero-Scribat était bien Brest, mais c'est un autre sujet. Des troupes sont envoyées y stationner, chargées de la protection des côtes. Fait intéressant, parmi ces troupes on retrouve les légions Mori Osismiaci et Mori Vénétie, respectivement basées à Brest et Vannes. Et ces troupes, comme son nom l'indique, sont constituées initialement de Maures, donc d'habitants d'Afrique du Nord, qui seront probablement remplacés petit à petit par de nouveaux soldats autochtones. Et en tout, ce sont près de 4000 hommes déployés en Armorique. Mais face aux raids des Scots, originaires d'Irlande, qui viennent s'ajouter aux Germains, et qui s'installeront en Écosse pour donner les Écossais, ce n'est pas suffisant. Et l'administration romaine met en place une migration contrôlée de Britons vers la Gaule pour renforcer ses troupes. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que, à cette période, vers 360-400, l'armée romaine n'a plus grand chose à voir avec la force militaire exceptionnelle de la Pax Romana. La plupart des troupes romaines ne sont pas originaires d'Italie et les armées sont constituées de Maures, de Britons, de Germains, avec parfois à leur tête des hommes ambitieux et avides de pouvoir. Donc ça devient très compliqué pour Rome. La situation en Bretagne insulaire est elle aussi catastrophique pour l'Empire. En 367, les Pictes, poussés par les Scots, font des incursions de plus en plus violentes dans le sud. Les pirates gaëls, originaires d'Irlande, ravagent les côtes à l'ouest, tandis que les Saxons, peuple germanique, s'occupent de l'est. C'est à cette période que se révèle Maximus, général romain d'origine ibérique, qui, avec ses légions, réussit à repousser tout ce beau monde, et, poussé par ses hommes selon la légende, décide de marcher sur Rome pour prendre le titre d'empereur. Fonction qu'il occupera quelques années avant d'être exécuté en 388 par l'empereur romain d'Orient. Il s'agit du fameux Magnus Maximus, entouré de légendes, qui, traversant l'Armorique, y donnera le commandement à un de ses proches, Conannus. Allô, ce dernier est le fondateur légendaire du royaume de Bretagne continentale et est nommé Conon Meriadec en breton. Conon aurait été le Dux Bellorum d'Armorique et aurait régné pendant 26 ans jusqu'en 421, favorisant ainsi la migration de Bretagne insulaire vers la Bretagne continentale. Mais il est très difficile de dissocier histoire et légende et ce sont des personnages sur lesquels je reviendrai de toute manière un jour. Il faut quand même savoir qu'au Moyen-Âge classique, plusieurs grandes familles bretonnes revendiqueront une ascendance de ce personnage pour pouvoir justifier de leur prétention au trône ducal. Je ne parlerai pas non plus ici d'Arthur, personnage historico-légendaire qui aura bien entendu un sujet à part entière. Toujours est-il que les soldats britons sont très présents dans l'Empire et que l'on retrouve des traces un peu partout dans le nom de certains lieux. Les villes comme Bretonneux, Breteil, Bretenoux, Bretteville sont des traces d'installation de troupes bretonnes. Ils participeront notamment à la bataille des champs cataloniques contre Attila en 451, contre les Visigoths en 469 ou la même année contre Childéric et ses Francs près d'Angers.
Même si en 410, l'empereur Honorius abandonne la Bretagne insulaire et semble, Je dis semble car c'est également sujet à débat, comme beaucoup de choses. donc il semble quand même faire parvenir aux cités autochtones les consignes d'assumer seules leur défense face à l'avancée des Angles, Saxons, Frisons et autres jutes. Ce qui n'empêchera pas les Bretons de garder contact avec ce qui reste du pouvoir romain sur le continent. C'est la fin de la domination romaine en Bretagne et très rapidement des royaumes vont se créer, bretons et germaniques. Très rapidement aussi, la situation en Gaule devient ingérable et l'Empire abandonne l'Armorique pour tenter de protéger ce qui peut encore l'être, sans succès puisque le dernier empereur est déposé en 476. C'en est fini de l'Empire romain tel que nous le connaissons. Même s'il va perdurer en Orient, plusieurs candidats vont se présenter comme le digne successeur en Occident, comme Clovis, le roi des Francs. Mais cette fin annonce le début des royaumes de Bretagne continentale, ou l'Etavia, comme elle était appelée dans certains textes latins. Alors autant pour la première migration romaine, tout le monde est à peu près d'accord, autant pour ce qui va suivre, on est dans la supposition. Je rappelle que c'est de l'histoire ancienne, avec peu de sources, donc à prendre avec des pincettes. Au cas où vous vous apprêtez à écrire un commentaire pour dire que je dis n'importe quoi, on sait jamais. Par contre, n'hésitez pas à participer dans les commentaires à ce débat, dans le respect des uns et des autres. Évidemment. En 500, l'Empire n'est plus. Mais son administration continue de tourner, tout comme son Sénat d'ailleurs. Chacun se dispute les restes et revendique son héritage, et en Gaule, il s'agit de Clovis, que vous connaissez si vous êtes allé à l'école. Clovis établit son pouvoir sur l'ancienne Gaule, y compris sur l'ouest de cette Gaule. Enfin, théoriquement, puisque comme on vient de le voir, les Bretons étaient déjà installés depuis plus d'un siècle, avec leur famille, leur langue, leur culture, et tout et tout. Et c'est à partir de maintenant que l'on rentre dans les différentes hypothèses. Certains historiens mettent en avant le fait que les Francs, et à travers eux l'Église, vont favoriser une migration plus importante durant le VIe siècle. En effet, lors des premières migrations, certains chefs d'origine galloise ou cornique se sont installés en Letavia, donc future Bretagne, et ont imposé leur pouvoir localement. Clovis, ne pouvant entrer en conflit avec eux, cherche une alliance. Alliance d'autant plus importante pour Childebert, son fils, alors en conflit avec son frère Clotaire, et qui va donc favoriser l'arrivée d'alliés potentiels pour régler ses affaires familiales. Mais ce ne sont pas les seules raisons. La raison la plus souvent mise en avant, c'est l'avancée des Germains. Après une série de victoires leur ayant permis de fonder des royaumes locaux, la Mercie, la Northumbrie, le Wessex entre autres, ils repoussent les Britons sur la côte ouest de l'île. Et sous la pression des Germains, les Celtes cherchent refuge sur le continent, en Bretagne continentale avec qui ils ont déjà des liens, ainsi qu'en Galice au nord de l'Espagne. Bon, aujourd'hui, suite aux récentes recherches archéologiques et génétiques, il semble qu'une fuite de population de grande ampleur face à la déferlante anglo-saxon-jute soit un peu exagérée. Cela semble s'être fait sur plusieurs siècles et bien souvent les populations vaincues étaient assimilées et non entièrement massacrées comme on a tendance à le croire dans la culture populaire. Mais une autre hypothèse, très actuelle, met en scène un changement climatique. Naturel pour le coup, sans être dû à l'intervention de l'homme. En effet, il y a une période appelée petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive. Après un climat stable, chaud et humide qui a favorisé l'agriculture, empêché l'apparition de trop de maladies, et donc favorisé la Pax Romana, le climat s'est détérioré et les hivers sont devenus de plus en plus froids, de plus en plus durs. Des famines sont apparues, des maladies et des épidémies. Certaines villes ont perdu la moitié de leur population et forcément cela crée une exode vers les zones rurales. Et d'autant plus dans le nord où il fait déjà un peu plus froid que dans le sud. Les conditions de vie étant plus difficiles, il est possible que cela ait poussé des clans entiers à venir en Bretagne continentale au climat probablement un peu plus doux. Les chroniqueurs font aussi état d'une maladie qui aurait ravagé la Bretagne vers l'an 500, la peste jaune. Il est difficile de savoir de quelle maladie il s'agissait, mais il y a peut-être un rapport avec la peste justinienne qui sévit à partir de 541, principalement dans le bassin méditerranéen. Et qui est d'ailleurs la première épidémie de peste clairement définie comme telle. Mais ce n'est qu'une hypothèse, on n'en sait pas plus sur l'étendue de cette fameuse peste jaune de Bretagne insulaire. Pour certains historiens, ce changement climatique est une des causes principales de la chute de l'Empire romain et donc des mouvements de population qui l'ont accompagné. Ce n'est pas négligeable. À titre personnel, je pense que les causes sont un petit peu de tout ça et qu'il ne faut pas oublier de regarder dans son ensemble pour tenter de comprendre les conséquences. Je ne sais pas si je suis clair. Dans ma tête, c'est clair.
Toujours est-il que les anciens Britons se sont installés en Bretagne continentale, qui se fera appeler Bretagne petit à petit de par ses nouveaux habitants. Ils arrivent principalement en Domnonée, donc la côte nord, et en Cornouailles, la pointe sud. On retrouve effectivement le lien du Momnia, qui donnera le Devon anglais, et la Cornouaille britannique, habitée par les Cornovis, qui donnera la Cornouaille bretonne. Beaucoup de Gallois s'installent aussi, principalement dans ce qui deviendra le Léon et le Vantais. En tout, ce sont près de 30 à 50 000 Bretons sur une population armoricaine initiale de 100 000 habitants qui viennent s'installer guidés par les chefs de clan et les hommes d'église. C'est à ce moment, au VIe siècle, que les 7 saints fondateurs venus du Pays de Galles et de Cornouailles arrivent en Bretagne, fondant les 7 premières cités épiscopales, squelettes des futurs évêchés et pays traditionnels. Quant au chef de guerre, c'est la période de Conomor, personnage toujours sujet à débat, qui aurait potentiellement régné sur un royaume de chaque côté de la Morbraise, la Manche. Ou qui serait un chef gallois dont le souvenir aurait été apporté par les nouveaux venus. Toujours est-il que la Domnonée et la Cornouaille s'organisent en petits royaumes, avec l'arrivée d'un petit nouveau, le Bro-Erec ou Bro-Warog, le pays de Vannes. Ce qui est intéressant, c'est que l'on peut suivre la création des différentes paroisses grâce à leur toponymie. Ainsi, les plous désignent les paroisses primitives, suivies du nom du saint, du lieu ou d'un adjectif caractéristique. Les lannes, sont à l'origine des monastères, auxquels s'est ajouté plus tard des habitations. Quant aux traits, il s'agit d'une subdivision de paroisses, donc créée après les plous. Toutes ces fondations datent du 6-7e siècle. Je rappelle que ces populations viennent avec leur langue, qui s'imposeront aux autochtones sans heurts, puisqu'ils se connaissaient. Et leur langue, c'est le breton, langue celtique de la branche brittonique, comme le cornique et le gallois, évidemment. Et nous voilà avec l'origine de la Bretagne dans ce que l'on appelle aujourd'hui la Basse-Bretagne. La Haute-Bretagne est latinisée, parlant un latin populaire, le gallo-roman, qui donnera les langues d'Oïl, et notamment le gallo dans la partie est du futur duché. Donc vers 600, il y a 3 royaumes, la Domnonée, la Cornouaille et le Bro-Erec. Si vous voulez en savoir plus sur le Bro-Erec, qu'on appelle également Bro-Warog, on explique tout dans la vidéo en breton sur ce pays traditionnel. Vous pouvez cliquer juste là, il y a des sous-titres, ça ira. Et ces 3 royaumes trouveront une paix précaire avec leurs voisins francs qui estiment, au nom de l'Empire romain, avoir des droits sur cette ancienne partie de la Gaule. Sur cette période, nous n'avons pas grand-chose, mais on sait que l'influence bretonne s'étendra vers l'est, vers le pays de Rennes et de Nantes. Et on sait aussi que les Bretons effectueront des raids sur ces pays et plus loin dans les terres franques. Warog II prend pour habitude de piller le Nantais dans les années 580. En 635, un certain Judicaël est reçu par le roi Dagobert après une série de raids. Oui, le Dagobert de la chanson. Judicaël est présenté comme le roi de tous les Bretons et négocie en leur nom un traité de paix lui faisant reconnaître la suzeraineté de Dagobert. Traité de paix qui ne l'empêchera pas de recommencer ses raids une fois de retour chez lui. Régulièrement, les Francs amèneront des troupes en Bretagne pour essayer de les maintenir et cela les mènera à constituer les marches de Bretagne pour se préserver des raids bretons. C'est la naissance des conflits entre les Bretons et les Francs qui mèneront à l'unification du royaume et aux guerres menées notamment par le roi Morvan, puis par Nominoé et son fils Erespoé, alors victorieux et qui deviendra le premier roi breton reconnu par les Francs et par l'Église. Mais ça, on en parlera un autre jour. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. Surtout n'hésitez pas à commenter et à débattre dans l'espace commentaire, je répondrai à vos questions avec plaisir. Et à partager autour de vous parce que c'est un sujet qui est souvent passé à la trappe et qui permet d'expliquer les différences et les spécificités des Bretons à travers l'histoire. J'en profite pour souhaiter la bienvenue et pour remercier tous les nouveaux venus sur la chaîne, j'ai gagné pas mal d'abonnés ces derniers temps donc ça fait super plaisir. Bienvenue à vous et j'espère que vous trouverez votre bonheur sur toutes les vidéos déjà faites et sur toutes les vidéos que je vais faire. Je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux ainsi que sur Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne financièrement. J'en profite d'ailleurs pour remercier ceux qui le font et à partir de maintenant, je vais mettre vos noms dans le générique des épisodes. Voilà. C'est quand même la moindre des choses. Et je commence à partir de cette vidéo. Et sur ce, je vous dis Trugaré à Kenavo.